Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on doit la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête, s'il vous. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. L'invité sur Free Matin ce matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, je reçois deux éminentes personnalités ce matin. Fiacre Nouadjouro, il est chargé des programmes de la Maison de la Société Civile. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être à nos côtés ce matin. Vous avez quitté Porte-Novo, c'est ça hein? Oui. C'était pas facile, n'est-ce pas? Vous êtes face à Dorcas Carmel Kodia, membre du comité scientifique de ce colloque dont nous parlons ce matin. Bonjour à vous et merci d'être là. Merci, Vous êtes également experte en communication. Alors, nous parlons ce matin du viol, qui est un fléau quand même qui gangrène toute société, au-delà de nos frontières béninoises, également sur un peu partout dans le monde. Ce fléau que certains estiment qui n'est pas véritablement puni à la hauteur des dégâts qu'il cause. Alors, vous avez tenu un mini-colloque sur la question les 16, 17 et 18 novembre dernier. Alors, dites-nous, M. Fiacre Nouadjouro, quelles ont été les raisons qui vous ont poussé à la tenue de ce colloque-là? Merci bien et merci de nous recevoir. Le colloque La société contemporaine béninoise au prisme des viols répétés sur mineurs s'est imposé à nous. Il s'est imposé parce qu'on a constaté une recrudescence des cas de viol et on a eu beaucoup de plaintes également et on s'est rendu compte que malgré les actions en justice, malgré la répression, les statistiques ne font qu'augmenter. Ça veut dire qu'il y a un problème qui n'est pas cerné, ça veut dire qu'il faut prendre du recul et analyser en profondeur le phénomène et ne pas laisser les seuls acteurs étatiques ou de la justice s'en occuper. Et donc c'est pour avoir une lecture croisée du phénomène et permettre d'approfondir et de connaître les véritables causes que nous avons provoqué ce colloque-là qui, bien sûr, a comblé nos attentes parce que les résultats... Donc les objectifs ont été atteints selon vous? Les objectifs ont été atteints, le panel était très riche et diversifié. Nous avons pu aborder de fond en comble et sous plusieurs angles. Donc c'était vraiment pluridisciplinaire ce colloque. L'avantage ici de ce colloque, ce n'était pas qu'un colloque scientifique. On a associé également les intervenants. Donc ces personnes-là qui sont au contact direct des communautés, des populations qui vivent
la réalité du viol avec les familles, donc ont confronté leur réalité avec des scientifiques, mais également des jeunes filles également ont porté la voix des victimes, les jeunes de la NACEB ont porté également la voix des victimes, et des partenaires comme Educo Bénin qui travaillent dans des régions comme Sinandé et autres au Bénin ont révélé les constats faits dans ces régions-là. Donc c'est pour dire qu'on a donné l'opportunité aux acteurs de dévoiler ce qui n'est pas vraiment entendu et visible par les médias afin vraiment de faire prendre conscience aux autorités de l'ampleur du phénomène qui va au-delà des statistiques de Calavi qui sont souvent mises en évidence. Mais Dorcas Kamel Kodja, dites-nous, selon vous, quel a été le contenu de ces 3 jours-là? Quelles ont été les thématiques abordées autour des différentes communications? Qui étaient véritablement les experts conviés à ce colloque en tant qu'experts communicants? Alors, merci M. Kader. Bonjour aux amis internautes. En réalité, ce colloque sur 3 jours, tenu du 16 au 18 novembre 2021, a été un rendez-vous majeur. Un rendez-vous majeur professionnel et scientifique, parce qu'en réalité, nous avons pu croiser environ une quarantaine de communicants à l'international. Des experts chevronnés sur les questions liées à la protection de l'enfant, des questions liées aux droits humains, des questions liées à la gestion des ressources humaines, des questions liées à la psychologie, parce qu'en réalité, il faut prévenir le fléau. Et quand on ne le prévient pas suffisamment et que ça arrive, il faut pouvoir gérer mentalement la charge qui pèse sur les victimes. Donc nous avons essayé d'aborder les réalités socioculturelles, nous avons abordé la gestion du volet spirituel pour prévenir le fléau, nous avons également abordé les outils d'autoprotection pour essayer d'aguerrir les mineurs avant que l'acte ne puisse se poser. Et également, nous avons abordé les aspects liés à la communication non verbale, les signes de constatation et d'anticipation. Parce qu'en réalité, l'agresseur se prépare avant de commettre l'acte qu'est le viol. L'agresseur se prépare et déjà, au cours de ce colloque, nous avons pu outiller aussi bien les mineurs que les parents, donc tous les acteurs de la société civile, les leaders religieux, la communauté, à pouvoir déceler ces signes-là qui peuvent être avant-coureurs donc du viol. Nous avons également abordé les réalités dans les autres pays, par exemple la Côte d'Ivoire, comment est-ce que le viol évolue, comment est-ce que la réalité se gère en Côte d'Ivoire. Ça a été pareil pour le Niger également, parce qu'on a eu des communicants d'Italie, de la France, du Bénin, du Niger, de la Côte d'Ivoire. Bref, c'était quand même un éventail assez large, diversifié et varié. Et je peux vous assurer, comme M. Nouachro l'a dit, que c'était un rendez-vous d'enjeu majeur qui nous a permis franchement de planter un bon décor et d'analyser la situation de façon réelle et concrète. Parce qu'il ne sert à rien de se regrouper en tant qu'experts et de se cacher les réalités. Et je crois qu'à la sortie de ce colloque, chaque adulte franchement, c'est remise en cause parce que la responsabilité revient aux parents de pouvoir anticiper, d'éduquer leurs enfants, d'échanger avec leurs enfants. Et donc, les parents qui ne passent pas suffisamment de temps avec leurs enfants ont commencé à réfléchir pour désormais se réorganiser afin de mieux accorder du temps à leurs enfants et de les aguerrir pour que le fléau ne se Pour vous, en d'autres termes, très rapidement, le viol, c'est quoi? Notamment, ce colloque-là. Oui, en fait, le viol, c'est un acte d'agression posé sur. Mais quels sont les facteurs exogènes et endogènes du viol pour vous? Oui, en fait, il y a plusieurs raisons qui peuvent amener à un viol. On a parlé de l'influence des médias, par exemple. Lorsque quelqu'un regarde des programmes qu'il ne devrait pas regarder, on a parlé des dessins animés, on a parlé des feuilletons, on a parlé des programmes qui peuvent exciter. Puisque les viols sur mineurs, le mineur, c'est quelqu'un qui n'a pas 18 ans. Il y a les viols qui se produisent entre mineurs. Et il y a des viols qui se produisent d'un adulte vers un mineur. Et ce n'est pas seulement du sexe masculin vers le sexe féminin. Les deux sont également effectifs. Donc, il y a viol entre même sexe. Il y en a même entre même sexe et il y a aussi des viols venant du sexe féminin vers le sexe masculin. Parce que ce qui est légion généralement, c'est le viol, donc la pression vient du sexe masculin vers le sexe féminin. Donc le débat a été vraiment sans tabou. Et donc quand on parle de viol, c'est un acte d'agression
qui est posée sur quelqu'un sans son consentement. Et donc, la personne est complètement déçue, la personne est déplumée, moralement, sa psychologie est complètement sapée et c'est des séquelles qui restent à vie. Et nous avons eu le temps d'écouter Madame Christelle Nadège Fagbohon, qui est experte en communication et en motivation des femmes à travers sa solution Woman Channel et la Power Woman Family. Elle a abordé un exemple qui nous a vraiment touchés. Elle a dit qu'il y a une jeune dame qui aujourd'hui a déjà plus de 35 ans, mais quand elle était mineure, elle a été abusée plusieurs fois par son cousin. Parce qu'en réalité, les violeurs, donc les présumés, les mises en cause en réalité, sont des gens qui sont souvent très proches de nous. Et donc, cette jeune dame dont nous parlons a été abusée, violée, proprement, plusieurs fois par son cousin. Et pour rechercher de l'aide, elle est allée chercher l'aide là où elle ne devrait même pas aller chercher de l'aide parce que elle faisait confiance. Et elle est allée voir le père de ce cousin pour dénoncer le cousin. Et c'est la mauvaise personne. Imaginez la réaction encore de ce père. Il s'est mis à la violer encore proprement. Du coup, c'était viol sur viol du père. Oui, du père vers l'enfant. Voilà, vous voyez, c'est triste. Alors, lorsque je me retourne vers vous, Monsieur Fiacre, lorsqu'on y voit de près, on parle de la question du viol sur mineur, mais elle a évoqué tout à l'heure les échanges avec les parents. Il y a quand même une responsabilité parentale qui est quand même assez monstre, parce que le parent qui laisse sa fille sortir dans des tenues qui ne sont pas commodes et conformes à son âge, le parent qui laisse sa fille en compagnie de personnes alors que cette fille présente peut-être déjà ce que en langage pervers on peut appeler peut-être les deux ponts, les deux roues. Est-ce que quelque part les parents aussi n'ont pas véritablement un rôle prépondérant à jouer dans l'éradication de ce fléau? Tout à fait, la responsabilité est partagée et à la fin de ce colloque, on est arrivé essentiellement à ramener les parents, à resituer la responsabilité des parents. Tout part de là. Vous avez abordé une question essentielle, la question de l'habillement, qui a été un grand débat. Ah oui, franchement, je l'assure. Hein? Ça a été un très grand débat où l'habillement, les acteurs étaient partagés, mais l'habillement quand même a été reconnu comme étant un facteur. Parce qu'en physique, on parle d'effet. Hein, de cause et d'effet. L'élément. Et donc, lorsque même la personne que nous allons appeler prédateur, on ne va pas dire peut-être violeur, le prédateur, même lorsqu'il n'a pas l'intention, lorsque la proie s'offre en lui proposant des éléments objectivants qui attirent, motivants, griffe. Des éléments d'appel et de séduction. Voilà. Et donc, un appel a été essentiellement fait en direction de l'amélioration de nos modes vestimentaires, aussi bien en direction des hommes que des femmes, mais notamment des femmes, parce que les cas d'agression aussi ont eu pour déclenchement l'habillement. Et donc déjà à la maison également, il faut faire attention à ce qu'on fait porter à nos enfants. Des collants et tout ça, le répétiteur, s'il n'est pas calibré, ou même s'il est calibré en conséquence, le fait de voir l'enfant avec un corps généreux, ah oui? régulièrement avec des vêtements qui provoquent, pourraient des vêtements incitatifs en d'autres termes. Des sensations. Madame Kodia évoquait tout à l'heure les dessins animés et tout ça, ça veut dire que c'est quelque chose qui déclenche les portables et autres. Lorsque vous n'êtes pas au contact d'un élément stimulateur, vous êtes à l'abri. Et donc, votre propre enfant peut même devenir violeur de sa soeur ou d'un enfant dans l'environnement parce qu'autour de lui, des éléments déclencheurs auraient été proposés. Donc, du coup, il faut faire très attention. Les parents doivent désormais être très attentifs. Les tontons et les tatas qui viennent à la maison prennent vos enfants sur les cuisses, leur touche les parties sensibles. Très tôt, il faut amener les enfants à donner l'alerte. L'alerte, c'est très important. Et les parents doivent également dialoguer avec les enfants. Parce que quand ils sont très distants, les enfants subissent des choses et ne peuvent pas dire. Au cours de ce colloque, on a remarqué, et des études ont prouvé, qu'il y a des femmes qui ont subi le viol, n'ont pas su se confier à leurs parents. Et c'est dans le mariage après que les conséquences se révèlent. Peut-être sur la procréation, elles n'arrivent pas
où leur, Leur vie sexuelle leur est vie sexuelle menacée. n'est pas épanouie Ouais. et autres. Et donc, il faut anticiper. Et donc, il faut anticiper. Tout à l'heure, vous avez évoqué, par exemple, les signes avant-coureurs. Alors, est-ce que, quelque part, la personne violée n'est pas en partie coupable? Parce que lorsque vous allez vous accepter, vous faire enfermer dans une chambre avec quelqu'un de sexe différent que vous, et qu'après vous criez au viol, est-ce que parfois, il n'y a pas une antinomie quand on parle de cas de viol? C'est vrai que le phénomène existe véritablement, mais parfois, lorsque une jeune fille de 16 ans, par exemple, le répéteur lui dit viens chez moi et qu'elle y va, elle devait quand même avoir que bon, le répéteur qui m'invite là, avec ces commodités-là, ne veut plus quand même enseigner quelque chose, mais il veut déjà rentrer dans un autre registre. Est-ce que quand vous aviez 16 ans, monsieur Kader, vous étiez aussi mature pour comprendre les choses? Oui. Je ne pense pas. Oui, En bien réalité, sûr. À 16 ans, on n'a pas 7 ans, on n'a pas 8 ans. Non, en fait... On est déjà au collège. Viol sur bébé désormais. Oui, en réalité... Bon, là c'est oui, en c'est réalité, criminel. oui, je dois avouer que il y a des choses qui se passent. À 16 ans, lorsque un répétiteur vous dit de venir à la maison, d'abord, vous êtes dans la fièvre, la fougue de l'adolescence. Vous êtes naïf, naïve. À 16 ans. Oui, vous n'anticipez pas. C'est le moment de la vie où vous avez envie de démontrer que vous êtes appétissant, ou que vous êtes une grande oui, vous êtes personne. appétissante, voilà. Vous êtes une grande personne et que vous êtes une femme. Vous voulez vous affirmer. C'est l'âge en réalité. Et c'est en ce moment-là qu'on doit pouvoir, en tant que parent, canaliser. Vous savez, le viol sur mineur, c'est pas que c'est dans une chambre que ça se passe, monsieur Kader. Non. Lorsque vous envoyez votre petite fille acheter chez le boutiquier à côté et que le boutiquier lui dit « Ah, quelque chose est tombé, donne-moi ». Tout de suite là, il profite. C'est pas que ça se fait dans une situation tout à l'heure, confortable. vous avez évoqué il y a des signes avant-coureurs qui ne trompent pas. C'est pas que quand ça même. se passe dans une chambre fermée. Ça peut se passer au bord de la voie. Ça peut se passer dans un... Oui, mais je vous assure. Et lorsque vous êtes dans un cadre où c'est plusieurs violeurs ensemble, les artisans qui sont dans les rues, monsieur Kader, le mécanicien qui est à côté, le vulgarisateur, etc., vous envoyez votre domestique au moulin et puis le meunier dit « Ah bon, écoute, viens m'acheter, ou bien tiens la monnaie, je te donne. » En fait, c'est tout un processus. C'est l'appel. Tout doucement, on commence à amener la personne à lui faire confiance, à se faire confiance, et puis on commence à programmer le mise en cause ce en procédé réalité. Que vous évoquez là, Oui. où on essaie de convaincre la victime. Est-ce que ce prépare. cas-là est toujours un viol, ou le viol, c'est lorsque on brutalise la victime, on la force à poser un acte qui n'est pas de son âge. Quel est le consentement qu'un enfant de 5 ans peut donner, par exemple, Non, là, c'est le cas que Est-ce que vous savez qu'il y a des pères qui violent leurs enfants? Vous le savez. Maman n'est pas là. Papa, pour se donner du plaisir, viole la fille à la maison. Et toi, fille, ton papa t'a violé. D'abord, ton père, c'est ton autorité. Du coup, il y a une certaine peur, il y a une certaine crainte naturelle qui t'anime par rapport à cette personne-là. Tu n'as pas l'audace de dire parce que tu vas estimer que maman va se fâcher, telle chose va se fâcher. Il y a même des parents qui menacent leurs enfants. Si tu dis, je vais faire sortir ta maman. Si tu dis, je ne vais plus te donner le petit déjeuner. Si tu dis, je ne vais plus te payer la scolarité. Si tu. Donc, du chantage émotionnel qui ne dit pas son nom. Et même les prédateurs dont on parle, pour ne pas dire les violeurs, ils menacent les enfants. Je prends l'exemple d'un vulgarisateur ou d'un artisan qui est dans le quartier, le gardien, le chauffeur, le cuisinier. Voilà des personnes vraiment à risque. Il faut faire très attention et donner les instructions qu'il faut. Lorsque je vous dis d'aller chercher mon enfant à l'école, monsieur Kader, il faut donner les instructions aux enfants. Je dis à mon enfant, si le chauffeur te donne 5 francs, si le chauffeur t'achète du jus, si le chauffeur commence à te toucher, dis-moi en même temps dès que tu rentres, mais je vais le virer. Non seulement, je vais le mettre en garde, je vais dire, si jamais quelque chose arrive à mon enfant, mais il faut le virer. Dès que vous avez appris qu'il a commencé cette tendance-là, c'est vous qui le payez, non? Il y a plein de gens qui ont besoin de boulot. Vous ne pouvez pas faire la coubette derrière cette personne. Donc, pour dire simplement que notre responsabilité est grande en tant que parents. Ouais. Et il y a des prédateurs qui menacent les mineurs pour dire, je vais tuer tes parents. Imaginez, dans le quartier, le gardien en bas de l'immeuble dit, si tu ne me donnes pas, je vais frapper ta maman, je vais tuer ton papa. Tu as vu mon pistolet? Tellement de choses, puisque le mineur n'est pas mature, le mineur n'a pas encore un cran, le mineur est sensible, ils vont le phagocyter complètement, ils vont saper son moral et atteindre les objectifs. Donc je crois qu'il faut que nous puissions rendre nos enfants responsables
dans leur âge mineur. Dans leur âge Pour qu'ils mineur. se comportent comme si on était là. Donc, savoir choisir les programmes TV. C'est pas bon de zapper devant les enfants quand on est devant le poste téléviseur. Il faut pouvoir amener l'enfant à apprécier le programme de télévision qu'il est en train de suivre. De manière à ce que lorsque le parent n'est pas là, que l'enfant puisse dire « ce programme n'est pas bon ». Et l'enfant va gérer ses petits frères et ses petites sœurs. Donc, on n'est même pas obligé en tant que parent d'être constamment à la maison, mais même en étant hors de la maison, on doit être présent dans le cerveau de nos enfants et les suivre depuis où nous sommes. Alors, M. Fiacnou Adjo, c'est vrai que le sujet est assez vaste et si on doit en débattre, on ne finirait pas cette émission-là alors que le temps que vous êtes parti est assez court. On n'a pas fini. Voilà, vous avez effectué en 3 jours plus de 40 communications. Alors, par quel procédé comptez-vous vulgariser l'essence de ces dites communications? Parce que, vous voyez, par exemple, on est en train de parler du cas de viol. Moi, je m'intéresse un peu plus par rapport au cas de ceux ou celles qui ont 14 ans, 15 ans, 16 ans, où nous avons quand même... petits-enfants. Nous avons peut-être... Oui, il y a les petits-enfants, ce que je dis, qui est véritablement criminel, et ceux-là, véritablement, doivent subir la dernière rigueur de la loi. Mais on constate que parfois, il y a les victimes elles-mêmes qui sont parfois complices. Lorsque, par exemple, dans le cas tout à l'heure, parlait par exemple d'un cas d'un père qui viole sa fille, parfois, les deux conjoints sont parfois complices de leurs actes et parce que on voit que c'est un acte indigne, tout de suite, dès que ça devient public, on jette le dévolu sur l'homme pour dire c'est un viol. Est-ce que vous avez un programme pour vulgariser un peu l'essence de ces communications pour que, de part et d'autre, chacun soit véritablement situé sa responsabilité, chacun puisse savoir quelle est ma part de responsabilité lorsque je suis peut-être père et que peut-être, puisqu'on a parlé récemment aussi de la question du harcèlement, lorsque je me fais harceler par ma fille ou peut-être je me fais harceler par une mineure, quelles sont les dispositions que je peux prendre pour que demain, je ne sois pas accusé par exemple de viol? Merci bien. Les parents ont une lourde responsabilité. Vous touchez un point essentiel du colloque. En termes de prise en charge, beaucoup de choses se passent et sont réglées à l'amiable dans les familles, ne sont pas portées. Mais lorsque ce n'est pas bien réglé, parfois certaines personnes vont même devant la justice pour faute de preuves ou parce qu'on est dans une société d'intervention, le violeur revient encore dans la communauté. Et donc, vous comprenez comment ça augmente la charge psychologique de la personne qui a été violée, qui voit son violeur déambuler devant lui après quelques jours peut-être de garde à vue. Et donc, il y a nécessité de renforcer les outils publics de protection et de prise en charge. Les enfants, déjà, de façon autonome, doivent pouvoir se rendre vers les centres de promotion sociale ou vers les CIPEC au niveau de certains centres de santé et même au niveau des commissariats de police pour porter l'information. Mais les parents ont la responsabilité d'accompagner les enfants et de permettre aux enfants de pouvoir parler. Donc le dialogue parent-enfant, c'est très important. C'est là où l'enfant retrouve la confiance nécessaire pour aborder et alerter au maximum. Parce que quand les parents sont fermés, c'est plutôt vers les copains, vers les copines ou vers la mauvaise personne en famille. L'enfant ira se confier au gardien. Et donc, il va maintenant prendre l'élément de plainte comme un élément de chantage. C'est ça. Il ira se confier au chauffeur qui va l'utiliser en chantage en retour et deviendra un violeur. Donc, il faut rétablir la confiance, le dialogue entre les parents et les enfants. D'où la responsabilité importante des parents et la nécessité pour l'État de renforcer les outils de protection, les outils d'écoute notamment. Un élève dans un établissement, lorsqu'il se sent menacé, doit pouvoir avoir la possibilité de se rapprocher de quelqu'un qui ne devrait pas être son violeur. Parce que vous savez que des directeurs d'école violent. Bien également, sûr. Et puis les cas font légion. Cette année, on en a dénombré beaucoup. Et donc, c'est comment faire pour que des mécanismes neutres, indépendants, soient ouverts pour que les enfants puissent aller vers ces centres-là, porter la question afin de trouver solution, avoir un accompagnement psychologique. Ça, c'est entre autres les perspectives déjà que vous annoncez. Alors, donc, dites-nous, au regard de la situation, est-ce qu'au Bénin, nous disposons d'un arsenal juridique qui combat véritablement le fléau? Parce que le viol, généralement, c'est quand même le véritable viol, c'est-à-dire ça crée des troubles physiques et mentaux aigus sur la victime. Oui, et ça agit sur la productivité du pays. Parce que la jeunesse, l'enfance d'aujourd'hui est la jeunesse de demain. Et la jeunesse de demain, je crois que c'est le terreau du développement du pays.
Le cadre légal, nous avons étudié le cadre légal de plusieurs pays lors de ce colloque, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Bénin. Et ils nous ont parlé également, les experts communicants nous ont parlé également des réalités en France et en Italie. Je ne suis pas la personne la plus adéquate pour porter un regard critique sur le cadre légal au Bénin, mais je pense qu'il y a de grandes insuffisances en matière de répression. Est-ce que vous avez des démarches que vous comptez entreprendre La Maison de la Société Civile a nationale tracé une feuille de route formidable pour le suivi parce qu'en fait, un colloque avec plus de 40 communicants et plus de 1000 participants, c'était assez riche. Monsieur Nouadjo vous parlera tout à l'heure des actes du colloque et puis de l'ouvrage et tout, parce que toutes les réflexions qui ont été menées ne sauraient être classées dans un tiroir. Mais ce qui est fondamental à retenir, c'est qu'il y a des insuffisances liées à la répression du fléau. Lorsque je prends par exemple la réalité où dès lors que votre enfant est violé, l'agresseur, donc l'agresseur dit « je l'épouse ». C'est ce qui se fait, que ce soit au Bénin ou au Niger, c'est ce qui se fait pour étouffer la situation. Ou lorsque vous entamez la procédure de plainte, on commence à faire des coups de fil vers l'avocat et on commence à déranger les avocats, des pressions de part et d'autre pour dire « laisse tomber cette affaire, on va régler à l'amiable », ainsi de suite. Vous réglez à l'amiable avec quoi? Avec de l'argent. Mais la psychologie de la victime, demain, ça donnera quoi? Ça crée beaucoup de frustration et ça gangrène notre société. Donc, en réalité, je crois que la responsabilité revient à l'État de continuer à se réveiller parce que l'État béninois s'est réveillé la fois passée et nous avons entendu les nouvelles réformes. Et je crois que chacun dans sa zone de confort comprend qu'il doit pouvoir faire attention. Mais il y a les récidivistes qui sont là et des personnes opiniâtres têtues. Ce qui fait qu'en tant que parents, nous devons être vraiment éveillés. La question de l'habillement ayant été abordée, je pense en tant que spécialiste en communication que l'habillement est une communication non verbale. Et lorsque je vois une jeune fille mineure porter un pantalon taille basse avec les perles au niveau de la hanche et qu'on met le numéro de téléphone portable dans la hanche et qu'on est dans des décolletés avec des cheveux de couleur or, de couleur rouge au vin, de couleur bleue, je ne sais pas quoi, qui descendent juste sur les fesses, ce ne sont pas des attitudes normales. Lorsque vous avez de ces genres d'habillement et de comportement, ça provoque le loup. Non seulement ça provoque, mais ne criez pas au viol parce que ce n'est pas un comportement bienséant. Donc, en tant que parents, en tant qu'adultes dans la société, il nous revient d'éduquer nos enfants. Et comme M. Nouadjo l'a dit tout à l'heure, la proximité exagérée crée le lit douillet au viol. Lorsqu'un oncle vient à la maison, ma chérie, tu es mon 50e anniversaire. Ah, viens, viens, ceci. Et puis, on touche les enfants, on leur fait des bisous, on leur donne de l'argent. Il faut refuser. C'est ça, moi, je suis rigoureuse dessus. Il faut refuser complètement. Ou bien, on maquille les petites filles avec du rouge aux lèvres, on leur met des colliers, on leur porte des collants. Mais comment vous voulez que quelqu'un résiste? La personne est un pédophile. Comment vous voulez que la personne résiste à une petite fille de 5 ans qui porte... Vous avez vu les statistiques en France? Mais franchement, il faut à la veille de notre colloque, le journal Le Monde a sorti les statistiques. Simplement, les prêtres de l'Église catholique en France de 1950 à tout près, les statistiques c'est des centaines d'enfants qui ont été violés. C'est pas normal. Donc, il ne faut pas offrir l'opportunité. Ne réveillons pas les gens de leur sommeil. Ne les réveillons pas. Il ne faut pas réveiller le chat qui dort et il ne faut pas provoquer les gens, c'est vrai. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Fiacre Nouadjo, vous avez tenu ce colloque-là, ce mini-colloque, j'allais dire, même sur la société contemporaine béninoise. La société contemporaine béninoise au prisme des viols répétés sur mineurs. C'était le thème de vos assises. Quels ont été les partenaires qui vous ont accompagné durant cette activité-là pour conclure? Ce colloque a été un succès parce que des acteurs stratégiques qui interviennent dans le secteur de la protection de l'enfance au Bénin ont décidé d'être aux côtés de l'événement. C'est déjà Educo Bénin, c'est déjà Osfam Bénin, c'est déjà Plan international, c'est le FODEB. Le FODEB, c'est le Forum des organisations pour la défense des droits des enfants au Bénin, qui est une coalition d'organisations. C'est le scoutisme béninois, c'est la Fédération des associations de personnes handicapées, c'est l'UNICEF,
La maison est dans son rôle de mobilisation des acteurs, c'est ce que nous faisons. Mais je dirais également que c'est l'État parce que les acteurs du secteur public ont participé à cette activité. Le ministère de la Famille, des acteurs clés du ministère également étaient présents en tant que communicants aussi sur ce colloque-là. Et donc, ces acteurs ont permis. Il y a l'Institut national de la femme qui était également de la partie pour débattre. Il y a l'Université de Parakou, l'Université d'Abomey-Calavi. Ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux, des magistrats, des avocates. Et donc, le panel était vraiment diversifié. Voyez-vous, tous ces acteurs ont permis vraiment de disséquer le mal. Mais je dois dire, hein, en termes d'orientation aussi, que le certificat médical, lorsqu'il y a viol, ça a été l'objet de plaidoyer des enfants. Ce certificat médical coûte 15 000 francs. Vous vous rendez compte dans certaines localités, lorsque les parents des enfants victimes de viol n'ont pas les moyens de se payer 15 000, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas obtenir. Ils n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins au quotidien d'abord. Et donc, l'État, au moins sur cet aspect, doit peut-être rendre gratuit ce certificat-là, tout au moins, pour enlever cette charge-là aux parents, parce que ton enfant est violé, c'est une charge psychologique. Oui, oui. Et lorsque tu penses déjà à payer 15 000 que tu n'as pas, alors là, ça devient une souffrance. Donc, l'État devrait accompagner davantage en mettant en place des dispositifs d'écoute et de suivi dans les localités plus rapprochées, mais en subventionnant également les charges liées à ça. En subventionnant également les charges liées à la justice, parce qu'arriver devant la justice, lorsque le violeur se prend un avocat, et que vous n'avez pas les moyens, vous, de vous payer un avocat, c'est des intimidations et autres, toute la procédure devrait, dans une certaine mesure, être facilitée par l'État afin de décourager les prédateurs qui ne sont pas si loin. Merci à vous, Fiacre Nouadjo. Donc, Kamel, un petit mot conclu. Oui, je voudrais remercier tous les communicants qui se sont vraiment donnés à fond, avec passion, à ce travail et nous ont offert des communications vraiment édifiantes. Je voudrais leur dire merci et remercier tous les pays qui nous ont accompagnés, qui ont partagé leur réalité avec nous, surtout nos experts de la Côte d'Ivoire, du Niger, de l'Italie, de la France et du Bénin aussi, qui étaient entre autres des experts en traite des personnes, des experts en protection de l'enfant, des experts en criminalité organisée, des magistrats, des avocats, des assistants sociaux. Merci également à Love Power qui était présent pendant 2 jours sur ce colloque en ligne là. Maître Huguette Bokwe Yankadja nous a vraiment soutenus tout au long de ce colloque. Je voudrais remercier la Maison de la Société Civile qui pense tellement bien. La Maison de la Société Civile qui ne dort pas, qui réfléchit au bien-être des populations, de la société civile, des communautés. Je voudrais encourager la Maison de la Société Civile à continuer à réfléchir dans ce sens, déjà à mettre en œuvre les perspectives liées donc à ce mini-colloque pour que nous puissions avoir les actes du colloque, ou plutôt que nous puissions avoir un ouvrage qui deviendrait un repère pour les familles, pour les parents et pour les jeunes, et enfin dire à tous les parents de passer plus de temps avec leurs enfants. C'est ça qui va les apaiser, c'est ça qui va leur donner la confiance en eux-mêmes, parce que c'est la confiance en soi qui est le terreau de la réussite pour un mineur. Voilà ce que je peux dire en résumé. Merci à vous, Dorcas Carmel Kodja. Chers amis internautes, de cet entretien, on retient entre autres que le colloque s'est imposé car il y a eu un constat d'une recrudescence des cas de viol au Bénin malgré les actions en justice. Le paradoxe demeure, nous en fait écouter nos invités ce matin sur Free Matin. Pour eux, le colloque a été effectif, les objectifs ont été atteints. C'était un colloque professionnel, scientifique et pluridisciplinaire. Plus de 40 communications ont été effectuées avec plus de 1000 participants. Ces participants et ces communicants qui étaient de renommée internationale provenant entre autres des pays comme l'Italie, la France, le Niger, la Côte d'Ivoire et bien d'autres. Au cours de ces assises, il a été évoqué les réalités socioculturelles du viol, les aspects spirituels, les outils d'autoprotection, les signes de constatation et d'anticipation, les signes avant-coureurs. Au cours de cette émission, il a été partagé avec nous quelques anecdotes au sujet des cas de viol au Bénin. Il faut faire à ce que vous portez aux enfants, c'est-à-dire qu'il faut davantage veiller à ce que les enfants mettent
à la maison et même pour aller à l'école. Il faut veiller également aux relations des enfants avec le monde extérieur. En d'autres termes, il faut davantage veiller à l'éducation des enfants. Il faut savoir choisir également les programmes télé des enfants. Nos invités ce matin ont déploré l'insuffisance de l'arsenal juridique qui devait concourir à l'effectivité et à l'efficience de la répression de ce fléau. Ils invitent par ailleurs l'État à poursuivre son élan réformateur pour qu'il soit mis en place un dispositif d'écoute et de suivi. Il plaide également pour la réduction du coût du certificat médical qui atteste d'un cas de viol. Merci à vous, Dorcas Carmel Kodia. Je rappelle que vous êtes membre du comité scientifique de ce colloque. Vous êtes experte en communication. Vous étiez face à Fiacre Nouadjro, chargé des programmes de la Maison de la Société Civile. Merci à vous, chers amis invités. Merci également à vous, chers amis internautes. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de Handicap International Humanité et Inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement.